tout personnage et tout fait historique, dès qu'il pénètre dans la mémoire, s'y transpose en un enseignement, en une notion, en un symbole. Il reçoit un sens. Il devient un élément du système d'idées de la société. La pensée sociale est essentiellement une mémoire. Tout son contenu n'est fait que de souvenirs collectifs, mais que ceux-là seuls parmi eux, et ceux-là seuls de chacun d'eux subsistent, qu'à toute époque la société, travaillant sur ses cadres actuels, peut reconstruire. Ces deux passages sont issus de la fin de la conclusion des cadres sociaux de la mémoire de Maurice Alvax, publié en 1925. Alvax, sociologue durkheimien français, a produit des travaux sur de nombreux sujets. Les classes sociales, en particulier la classe ouvrière, les statistiques, la philosophie, le suicide, la morphologie, la psychologie collective et la mémoire sociale et collective. Professeur au Collège de France, résistant au cours des dernières années de sa vie, il connut une fin tragique, mort en déportation au camp de concentration nazi de Buchenwald le 16 mars 1945. Dans les cadres sociaux de la mémoire, il pose les bases d'une théorie sociologique de la mémoire, en analysant les cadres de la mémoire collective sur lesquels la mémoire individuelle prend son point d'appui. La seconde citation que je vais lire est issue d'un ouvrage d'histoire, publié un siècle plus tard, en 2025. Comme des rivières en terrain karstique, les différentes mémoires de Franco surgissent, disparaissent et réapparaissent parfois au gré des questionnements qui taraudent la société espagnole. Ces mémoires prennent différentes figures. Le héros du Rif, le sauveur de l'Espagne, l'envoyé de Dieu, le Cid Campeador, le bâtisseur, l'homme de l'unité, le franco-social et, la plus vive, sans doute parce qu'elle correspondait le mieux aux aspirations profondes de la société espagnole, l'homme de la paix. Pour la gauche espagnole, Franco a longtemps été perçu comme un personnage médiocre, parvenu au pouvoir par un concours de circonstances et demeuré en place par la ruse et la violence. Cette lecture, un peu courte, élude au moins un aspect que notre étude a révélé, la capacité de Franco à manipuler l'histoire pour faire croire qu'il n'y avait pas d'alternative à son pouvoir. Pour la plupart d'entre eux, les mythes dont il fut le héros trouvent leur matrice dans la guerre civile, mais ils surent toujours réactiver des récits plus anciens, issus de la tradition conservatrice et réactionnaire, tels que le mythe de Numance ou celui de la royauté. En ce sens, Franco n'a pas tout inventé, et bien des aspects de son régime méritent d'être replacés dans un contexte plus large qui inclut au moins l'histoire du XIXe siècle espagnol. Il n'est d'ailleurs plus certain que le franquisme ait constitué cette rupture absolue ou cette parenthèse que les démocrates imaginent. En revanche, Franco a bel et bien tout réinventé. Ce talent à reconfigurer le passé, le présent et le futur des Espagnols est certainement l'un des secrets de sa formidable longévité. Et certaines de ses instrumentalisations demeurent possiblement réactivables dans l'actualité, à l'image du mythe du patriote ou de celui du garant de l'unité péninsulaire. Ces passages sont issus de la conclusion du dernier livre de Stéphane Michonneau, Franco, Le temps et la légende, qui n'est pas une biographie au sens traditionnel, mais une biographie mémorielle, qui cherche à rendre compte de l'impact de la figure de Franco sur la société espagnole. Elle est conduite de manière antéchronologique, à rebours, à l'envers, à travers 15 chapitres qui démarrent avec l'événement le plus récent, en 2019, l'exhumation de la dépouille de Franco du mausolée du Valle de los Caídos et sa réinhumation dans le panthéon familial dans un cimetière du nord de Madrid. Elle se termine par l'événement le plus ancien, en 1926, avec l'élévation de Franco au grade de général de brigade après 10 ans et demi au Maroc espagnol. Stéphane Michonneau est historien et professeur à l'université Paris-Est Créteil. Il a soutenu sa thèse en 1999 à l'École des hautes études en sciences sociales sur les politiques de mémoire à Barcelone, 1860-1931, où il étudie le processus politique et social
par lequel une partie de la société barcelonaise construit une mémoire collective. En 2007, dans Barcelone, Mémoire et Identité, 1830-1930, il reprend et élargit les interrogations sur la mémoire comme discours sur le passé et comme pratique sociale ancrée dans une époque pour comprendre, entre autres choses, comment les Barcelonais sont devenus catalans. En 2017, dans un récit mémorable, essai d'égo-exorcisme historique, il synthétise une enquête d'une dizaine d'années sur un manuscrit en castillan, retrouvé dans le grenier d'un pasteur du sud-est de la France en 2001, qui s'avère être l'un des premiers témoignages du système concentrationnaire franquiste. Cette enquête se double d'une réflexion critique sur le métier d'historien, puisque l'enquêteur enquête sur sa propre réception du texte et sur sa propre pratique d'historien. En 2020, il publie Belchite, ruine fantôme de la guerre d'Espagne. Ce village se trouve à 40 km au sud-est de Saragosse, la plus grande ville d'Aragon. Il est détruit pendant la guerre civile espagnole au terme de la bataille de Belchite en 1937. Le village détruit est conservé en ruine et le nouveau village est construit à côté. Puis les vainqueurs, franquistes, en firent un instrument de propagande, en faisant porter l'entière responsabilité des destructions aux vaincus, républicains, et en se présentant comme les reconstructeurs, les bâtisseurs, les régénérateurs. Le village prit, y compris officiellement le nom, en 1939, Belchite de Franco. De fait, relève l'historien, Belchite fut l'objet d'un intérêt exceptionnel, car c'était une des vitrines du régime. El Heraldo écrivait par exemple le 18 juin 1943 que le nouveau village était l'exemple de l'œuvre espagnole de reconstruction nationale. Dans son ouvrage, Stéphane Michonneau revient sur l'histoire de la destruction du village, sur les usages politiques des ruines au cours des grandes périodes de l'Espagne contemporaine, sur la perspective anthropologique, sur les représentations partagées du passé et sur les jeux des mémoires collectives. Enfin, dans Franco, le temps et la légende, il précise que ces pages n'innovent pas en ce qu'elles apportent de nouvelles connaissances, mais en ce qu'elles tentent d'en renouveler l'approche. Il s'agit ici d'éclairer Franco sous un jour relativement nouveau, en s'attachant à décrire l'impression que Franco a laissée de son vivant et laisse encore après son décès. Pour cela, il propose une histoire régressive qui, à la manière de l'archéologie, débarrasse couche après couche les différentes strates mémorielles qui configurent et ont configuré les mémoires de Franco. Gagnons à présent la salle des congrès du lycée, le matin du jeudi 5 février 2026, où nous suivons l'historien et professeur à travers les différentes traces et facettes des mémoires de Franco. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait, je crois, la 4e fois que je viens au lycée Arago, donc je suis super content d'être là. Merci beaucoup à René de son introduction. Donc le bouquin, Mémoire de Franco, moi j'aime pas tellement le titre, ça c'est l'éditeur qui a choisi le titre, vous savez, quand on écrit un bouquin, les éditeurs ils choisissent les titres et les images de couverture, on n'a pas tellement le choix et on ne peut pas trop discuter, parce que c'est lui qui va vendre. Alors je vais vous expliquer qu'en fait moi je voulais pas qu'il y ait une image. Bon, cette image, vous voyez, c'est un timbre. Donc évidemment, bon, ça permet de voir la bobine de ce sinistre personnage. Faire l'histoire, la mémoire, ça c'est quand même une notion un petit peu compliquée, un petit peu difficile, sur laquelle je voulais revenir. Alors la définition la plus classique et la plus simple qu'on peut en donner, elle a été donnée par un père de l'Église, saint Augustin, qui vivait au 5e siècle après Jésus-Christ, donc vous voyez, ça date. Hein. Et ce monsieur qui s'appelait saint Augustin a défini la mémoire comme la présence du passé. Donc c'est le passé quand il est présent parmi nous. Voilà. C'est le passé, qu'il n'est pas mort, il continue à vivre dans notre présent. Voilà, c'est ça la mémoire, c'est le passé en tant qu'il est vivant, parmi nous. Donc c'est une expression très, très simple, finalement, ça on comprend bien, il me semble. Et il ajoute que la mémoire, c'est une impression, c'est l'impression que le passé a laissé sur nous. C'est l'impression que le passé a laissé sur nous. Alors, le mot, évidemment, à cette époque, il écrit en latin, donc il utilise le mot impressio, qui a donné le mot au français impression. Et impression, en français, ça veut dire deux choses.
ça veut dire impression, ça veut dire une empreinte, hein, comme quand on imprime un bouquin par exemple, hein, c'est une empreinte. C'est pour ça que je vous ai mis l'empreinte d'un doigt. Et puis l'impression, c'est aussi, j'ai eu une forte impression, c'est l'émotion, hein, c'est de l'ordre de l'affection, de l'émotion qu'on peut ressentir face à quelque chose. Alors cette idée d'impression, elle est très importante parce que ça veut dire que la mémoire d'un événement, c'est pas l'événement lui-même. L'événement, il est passé, il est révolu, il est terminé. Franco, il est mort, c'est bon. Donc il est mort en 1975, ça fait un moment, ça fait 50 ans qu'il est mort. Donc il ne s'agit pas, la mémoire de Franco, c'est pas Franco. C'est l'empreinte, l'impression que Franco a laissée sur nous. Au sens de trace, d'empreinte et au sens d'émotion. Voilà, c'est ça qui intéresse et que j'ai essayé de faire. Donc je n'ai pas fait la vie de Franco, j'ai essayé de faire l'histoire de justement l'impression, l'empreinte que Franco a laissée sur la société espagnole. Et du coup, voilà, c'est ça mon parti pris. Donc c'est un petit peu particulier. Et alors évidemment, la mémoire qu'on peut avoir d'un personnage, que ce soit Franco, De Gaulle ou je ne sais pas qui, peu importe, la mémoire qu'on peut avoir d'un personnage, évidemment, elle est toujours sélective, parce que vous ne pouvez pas vous souvenir de tout. Vous êtes obligé de faire un choix. Et on sélectionne nos souvenirs. Parce que si on se souvenait de tout, on deviendrait fou en fait. Hein. Il paraît que c'est une maladie qui existe chez certains individus. Ils se souviennent de tout, mais ils deviennent dingues. On se souvient de certaines choses et on en oublie d'autres. Et ça, c'est un phénomène tout à fait normal. La mémoire, elle est sélective, donc on se souvient de choses. Et si on se souvient de choses, ça veut dire que nécessairement, il y en a d'autres qu'on a oubliées. Donc mémoire et oubli, c'est pas contradictoire, ça marche ensemble. Pour qu'il y ait mémoire, il faut nécessairement qu'il y ait oubli. Pour qu'il y ait oubli, il faut qu'il y ait nécessairement qu'il y ait mémoire. C'est les deux faces d'une même monnaie. Voilà. Ça, je voulais insister là-dessus, parce qu'il y a des phénomènes d'oubli. Alors, du coup, cette photo-là, vous voyez, c'est une drôle de photo. Mais c'était celle que moi, j'aurais voulu mettre sur la couverture. Et alors, l'éditrice, elle m'a dit, ah ben non, ça ne va pas être possible. Alors, c'est quoi cette photo ? C'est la photo qu'a prise un artiste espagnol qui s'appelle Alberto Schomer, et ça s'appelle Le masque de Franco. Alors, Franco, quand il est mort, ça c'est un truc qu'on ne fait plus beaucoup, mais au 19e et au 20e siècle, on le faisait beaucoup. Quand quelqu'un était mort, et surtout quand il était important, on prenait l'empreinte de son visage avec du plâtre. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le masque de Franco. Donc lui, et ce masque aujourd'hui, il est au musée de l'armée à Tolède. Bon bref, donc il y a le masque de Franco, ça existe, et c'est le masque en plâtre. Et l'artiste, il l'a brisé, vous voyez. Alors ça, moi j'aimais bien cette image parce que moi je ne vais pas faire l'histoire de Franco, je vais faire l'histoire de son masque, c'est-à-dire de son empreinte. Donc je trouvais que ça correspondait bien à l'idée du livre. Mais l'éditrice me l'a dit, non, mais tu ne penses pas pouvoir lire, tu ne vas pas pouvoir vendre un bouquin avec un masque mortuaire, les gens ils vont avoir peur, ça ne se vend pas, bon, donc voilà. Donc elle a mis un timbre. Mais c'est dommage parce que moi je préférais ça, et ça c'était beaucoup plus proche de ce que je voulais faire que le timbre. Mais enfin bon, c'est comme ça, ok. Alors du coup, comme vous l'a dit René, ce n'est pas vraiment une biographie comme une autre. Une biographie comme une autre, vous vous en doutez, c'est Franco est né en 1892, nanana, il a grandi, ses parents, bazar, toute sa vie, et puis il est mort en 1975. Ok, ça serait une biographie traditionnelle. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas ? Parce que ça a déjà été fait, et ça a été très bien fait. Alors, pas en français malheureusement. Il n'y a pas vraiment de très bonnes biographies de Franco en français, mais en espagnol, il y en a de très très bonnes, et en anglais aussi. Alors d'ailleurs, j'avais dit à l'éditrice, si franchement tu veux une biographie, bien, t'as qu'à traduire, hein, c'est aussi simple. Et elle m'a dit, ah non, c'est pas possible parce que ça coûte trop cher. Bon, ok, d'accord. Donc voilà. Donc les biographies, c'est pas ça que j'ai fait. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'est une biographie mémorielle. Donc c'est la mémoire de l'individu, la mémoire de Franco. Hein, c'est pas Franco lui-même, c'est sa mémoire, c'est sa trace, c'est son empreinte, c'est l'émotion qu'il a laissée sur nous. Ok. Donc l'histoire des traces que le personnage a laissées. Bon, donc c'est plutôt une histoire de traces, mais c'est un petit peu, si vous voulez, une trace. Je ne sais pas si vous marchez sur la plage et que le sable est mouillé, votre pied va laisser une trace. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'histoire du pied, c'est l'histoire de la trace. Vous voyez le truc ? Bon, c'est un peu l'envers, c'est le négatif du pied en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais alors le truc particulier,
c'est que cette trace que Franco a laissée sur la société espagnole, elle n'a pas cessé de bouger. Donc c'est bien une empreinte sur le sable, mais c'est comme si l'empreinte sur le sable avait bougé. Voilà, c'est un peu un truc bizarre. Elle n'a pas cessé de bouger. Et pourquoi elle n'a pas cessé de bouger? Parce qu'à différentes époques, les Espagnols ont projeté sur Franco des images très différentes, et parfois même complètement contradictoires. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire cette chronologie et d'expliquer à telle époque, quelle est l'image de Franco dans la société espagnole. À telle autre, quelle est l'image de Franco? Et cette image, elle bouge. Elle bouge beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, donc ça, c'est la particularité, c'est que cette trace, elle bouge. Elle évolue dans le temps, c'est ce que j'ai mis là. Et du coup, comme René vous l'a dit, le bouquin, il est construit d'une drôle de manière. D'abord, il est construit à l'envers. C'est-à-dire que je suis parti, comme l'a dit René, je suis parti du présent, et puis je remonte dans le temps. C'est un petit peu comme si vous voulez, les mémoires s'étaient accumulées comme des sédiments au fond de la mer. Hein. Et puis moi, je suis comme un archéologue, donc je vais débarrasser les couches les unes après les autres. Évidemment, je commence par la couche la plus récente, c'est-à-dire la nôtre. Et puis je débarrasse, donc je vous dis, voilà, Franco aujourd'hui, c'est ça dans la société espagnole. Et une fois que cette couche est débarrassée, je vous dis, 10 ans auparavant, c'était quoi Franco? Et puis 10 ans encore auparavant, c'était quoi? Puis comme ça, on remonte dans le temps. Et voilà, c'est une logique un peu bizarre. René, il a parlé d'histoire régressive. C'est assez rare que les historiens racontent les choses à l'envers. Moi, j'ai essayé. Je vais vous dire aussi que ça m'amusait un petit peu d'écrire l'histoire à l'envers. Je trouvais ça. Je me demandais comment ça allait faire. J'avais envie d'essayer. Bon, je ne sais pas si c'est réussi, hein, mais j'avais envie d'essayer. Voilà. Bon, ça, c'est le truc. Et puis, alors, la chronologie, elle est particulière parce que ce n'est pas la chronologie de la vie de Franco. Ce qui m'intéresse, c'est quand Franco a un impact. Alors, évidemment, il a un impact aujourd'hui, même s'il est mort. Donc, c'est pour ça que je parle d'aujourd'hui. Et évidemment, après sa mort, il continue à avoir un impact très fort. Donc je pars d'aujourd'hui et puis je remonte évidemment jusqu'à sa mort en 1975. Mais je ne remonte pas jusqu'à sa date de naissance parce que quand Franco il était bébé et qu'il avait 6 mois, il n'avait aucun impact sur la société espagnole, personne ne le connaissait, c'était un bébé, bon voilà. Donc je me suis arrêté évidemment dans les années 20, c'est le moment où Franco commence à avoir une figure publique. Il commence à être connu et les Espagnols commencent à le repérer. Donc on peut dire que dans les années 1920, il commence à y avoir une mémoire de Franco. Mais pas avant, parce qu'avant c'est un gamin, enfin, il n'est pas très très âgé et il n'a pas d'impact parce qu'il n'est pas connu, c'est tout. Voilà. Donc c'est pas la peine de remonter à sa naissance, ça ne m'intéresse pas, vous voyez, puisque ce qui m'intéresse c'est l'impact qu'il a sur la société. Donc, quand il avait 10 ans, il n'avait aucun impact évidemment. Je remonte dans le temps, l'histoire est écrite à l'envers et la chronologie elle est un peu particulière parce que c'est pas sa date de naissance 1892, sa date de mort 1975, mais c'est alors à l'envers, de nos jours, et puis je remonte jusque dans les années 1920 quand il commence à être une figure publique. Alors, qui c'est Franco? Alors, je vais très très vite parce que vous avez des enseignants qui vous ont déjà remarqué et vous savez déjà, mais pour situer le personnage, parce que peut-être que certains d'entre vous ne voyez pas trop qui c'est, donc quelques rappels. Alors, il est né en 92, donc vous voyez, c'est un homme du 19e siècle. Il fait ses écoles dans des académies militaires. Hein. Il voulait rentrer dans la marine, mais il n'a pas pu, donc il est rentré dans l'armée de terre. Et puis, en 1912, quand il est formé, eh bien, il est affecté au Maroc, parce qu'il y avait une partie du Maroc qui était espagnole à l'époque. Une grande partie était français, mais une autre partie, le nord du Maroc, était espagnol. Donc il est affecté comme militaire au Maroc. Et là, c'est des troupes coloniales. Il est à la tête des troupes coloniales, et c'est des troupes extrêmement dures. C'est vraiment des militaires extrêmement violents qui ont mené des guerres extrêmement violentes contre les Marocains. Donc c'est pas n'importe quelle armée, hein, c'est une armée vraiment hard, voilà. Et il participe à toutes les guerres de pacification entre guillemets du Maroc, qui sont très violentes, en particulier ce qu'on appelle la guerre du Rif dans les années 20. Et comme c'est un assez bon militaire, il est nommé général en 1926. Okay. C'est le plus jeune général, dit-il, hein, c'est le plus jeune général de l'Europe à l'époque. Alors attendez, en 26, il est né en 92. Ouais, 34 ans. Pour être général, c'est pas mal. Hein.
En fait, Napoléon a été général plus jeune, mais enfin bon, peu importe. Alors ensuite, il rentre en Espagne, il a des rôles assez importants. Et vous voyez à droite, à cette époque-là, en Espagne, on est dans une monarchie. Ce n'est pas une monarchie démocratique, c'est une monarchie autoritaire, mais on est dans une monarchie de 1815 à 1931. Et en 1931, vous le savez, il y a un renversement du roi et s'instaure une république. Hein. Donc j'ai mis en jaune la Seconde République qui va de 31 à 39. Alors là, pendant la République, Franco, il a un rôle important. D'abord, on va lui confier en 1934 une répression contre des ouvriers qui se sont soulevés dans le nord de l'Espagne, dans les Asturies. Il va utiliser ces méthodes de l'armée coloniale pour réprimer des ouvriers. Très violent, évidemment. Et puis en 1936, vous le savez, il y a des généraux qui se soulèvent contre la République pour renverser la République. C'est le fameux coup d'État, et Franco va se rallier à ces généraux qui veulent renverser la République, et dont il va prendre la tête. C'est pour ça qu'on appelle ça, Franco, le franquisme. Mais pas tout de suite, au début, il est un peu le dernier à... Voilà, donc il se rallie quand même au coup d'État contre la République, et puis très rapidement, donc on est en mois de juillet 1936, et très rapidement, c'est le début de la guerre civile, voilà, de 1936 à 1939. Voilà, 3 ans de guerre civile. Vous voyez, j'ai mis 36-39, la guerre civile. Et pendant la guerre civile, eh bien, rapidement, Franco va s'imposer à la tête du camp des généraux qui se sont soulevés contre la République. C'est pour ça qu'assez rapidement, on va appeler ce régime le franquisme. Voilà. Et quand est-ce qu'il devient à la tête ? C'est en octobre 1936, il est nommé généralissime des armées rebelles, des armées qui se sont soulevées. Voilà, donc à partir d'octobre 1936, c'est purement du franquisme. Il a mis quand même quelques mois à s'imposer à la tête. Hein. Voilà, et en avril 1939, c'est la fin de la guerre civile, victoire de Franco. Victoire de Franco, et là l'Espagne va rentrer donc dans une dictature qui va durer jusqu'à la mort de Franco. Vous voyez, la dictature de Franco de 1936, 1936 dès le début du coup d'État, 1939 c'est la victoire, et de 1939 à 1975 c'est la dictature. Voilà. Alors, pendant la dictature, quelques faits. En octobre 1940, il est très très ami de Hitler, il va le rencontrer à Bayonne. Alors, il s'aligne complètement pendant la guerre sur l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Il est allié, évidemment, des puissances fascistes. Voilà. En 1946, il est nommé caudillo por la gracia de Dios. Vous comprenez l'espagnol, ça veut dire quoi ? Caudillo, je vais expliquer le mot. Por la gracia de Dios, par la grâce de Dieu, ouais, par la grâce de Dieu. C'est son titre. C'est ce qu'on trouve sur les billets, surtout sur les monnaies. Caudillo por la gracia de Dios. Voilà. 1963, c'est un peu le maximum de son pouvoir dictatorial. C'est là où il va célébrer les 25 années de paix, puisqu'il a gagné en 39, 63, 64, ça fait 25 ans. Et puis il meurt en novembre 1975. Et il est enterré, ça on va l'expliquer, dans un endroit un petit peu particulier, qui s'appelle le Valle de los Caídos. Alors là, j'aurais pu m'arrêter là, mais je continue, parce qu'à partir de 1975, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la transition démocratique, qui dure pendant 6 ou 7 ans, et puis ensuite, c'est la démocratie espagnole jusqu'à nos jours. Et alors, et là, on va voir que la figure de Franco, elle continue à obséder, et à obséder les Espagnols. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petits faits, bon, peu importe. Et on va commencer par là, l'exhumation. Alors ce que j'ai fait, pour ne pas être trop long, parce que je ne veux pas vous fatiguer, c'est que dans cette longue histoire de la mémoire de Franco, j'ai choisi 3 moments. Et vous allez voir 3 moments très différents. Et vous allez voir qu'à chaque fois, la société espagnole, elle a projeté sur Franco des valeurs, des images très très différentes, qui n'ont pratiquement rien à voir. Donc on a vraiment l'impression d'un personnage complètement un caméléon, quoi, qui a 25 000 visages. Voilà. Alors le premier moment, c'est son exhumation, qui a eu lieu le 24 octobre 1919. C'est l'exhumation de Franco. Il est enterré dans cet endroit-là, qui s'appelle le Valle de los Caídos, la vallée des tombés. Je vais vous expliquer. C'est une immense basilique creusée dans le rocher, surmontée d'une croix qui fait 140 mètres de haut. C'est la plus grande croix du monde. Et ce bâtiment, il existe encore. Vous pouvez aller le visiter si vous allez... C'est au nord de Madrid, à 40 km au nord de Madrid. Et ça, c'est son exhumation, donc c'est son corps qui est sorti par des gens de sa famille. Voilà.
Et vous pouvez remarquer, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un drapeau sur le cercueil, mais ce n'est pas le drapeau espagnol. Voilà, ce n'est pas le drapeau espagnol. C'est le drapeau de sa famille, mais ce n'est pas le drapeau espagnol. Bon alors, je vous explique un petit peu cette histoire. Donc en 2019, en Espagne, on déterre un dictateur qui est mort en 1975. Donc ça veut dire 43 ans. Pendant 43 ans, il était enterré dans l'endroit que je vous ai montré, et on ne l'enlève que 43 ans après sa mort. Donc c'est quand même un petit peu bizarre. Ça, c'est vraiment un truc vraiment très, très, très étrange. On déterre un dictateur 43 ans après sa mort. Et cette cérémonie est relativement discrète, vous avez vu. C'est une cérémonie plutôt familiale. C'est évidemment pas du tout une cérémonie d'État. C'est une cérémonie familiale. C'est la famille de Franco qui l'exhume. On l'enlève et on le met dans un cimetière familial, à côté de sa femme, dans un cimetière pris au nord de Madrid. Ok. Et alors le moment de l'exhumation, là où on le sort du Valle de los Caídos, a été suivi par toutes les télévisions du monde et surtout les télévisions espagnoles. Mais c'était assez marrant à voir, enfin marrant, parce que ça a duré toute la journée évidemment, hein, les caméras, et il n'y avait rien à voir. Il n'y avait rien à voir parce que les portes étaient fermées. Le cercueil est sorti, il est monté dans un hélicoptère et l'hélicoptère est parti. Donc en fait l'événement il a duré 1 minute et demie, mais pourtant les télévisions ont été là présentes pendant toute la journée pour ne rien montrer parce que c'était presque une cérémonie intime, presque une cérémonie privée. Évidemment ce n'était pas du tout une cérémonie de l'État, hein. L'État ne voulait pas du tout faire une exhumation d'un homme d'État. Ok. Donc c'est une cérémonie familiale un peu sans image et ça répond à quoi? Ça répond au fait que la gauche est au pouvoir en Espagne depuis 2019 et que le chef du gouvernement, qui est de gauche, hein, qui est socialiste, eh bien, il avait dit depuis longtemps qu'une fois qu'il serait au pouvoir, eh bien, il ferait tout pour que le dictateur sorte du Valle de los Caídos, qui est une sorte de mausolée. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de questions pour se dire, mais pourquoi les gens voulaient absolument l'enlever de cet endroit, hein, vous voyez, le Valle de los Caídos, pourquoi l'enlever de cet endroit? Et il y a des gens qui ont dit, bah voilà, on va essayer de tuer un mort, en quelque sorte. Il est déjà mort, mais mort, il a quand même un pouvoir néfaste. Et donc, on va essayer d'annuler ce pouvoir néfaste en le sortant et en l'enterrant, comme tout le monde, dans un cimetière, dans un tombeau familial, quoi. Voilà. On va essayer de désamorcer finalement le pouvoir un petit peu néfaste que Franco, même mort, pourrait avoir encore de nos jours. Alors, on pourrait se demander ce que Franco fait là-dedans, hein. Pourquoi Franco est là-dedans? Alors, pourquoi il est là-dedans? Alors, il est à l'intérieur de la basilique. Hein, il est à l'intérieur de la basilique. Alors, c'est quoi ce truc, le Valle de los Caídos? Alors, c'est une idée de Franco, en fait, de construire ce truc. C'est une idée de Franco en 1940. Et c'est un immense ossuaire, c'est-à-dire, c'est là qu'il a décidé de mettre tous les corps des gens, des combattants qui sont morts de son côté, pendant la guerre civile. Et on les appelle les caídos. Caer, en espagnol, ça veut dire tomber, donc les gens qui sont tombés de son côté. Il n'y a pas évidemment les ennemis républicains, il n'y a que les soldats franquistes. Donc c'est un immense basilique dans lequel il y a plus de 34 000 corps, qui sont que des soldats franquistes. Voilà. Et donc c'est un ossuaire qui est très important, où il y a beaucoup de manifestations fascistes, etc. Et puis quand Franco est mort en 1975, eh bien on a décidé de mettre son corps au milieu des autres, au milieu des 34 000 ossements. C'est des ossements, ouais. Voilà, ok. Donc c'est un ossuaire, c'est le grand ossuaire qui symbolise la victoire de Franco, et c'est devenu un mausolée puisqu'il est exactement au cœur du bâtiment. Hein. C'est très impressionnant ce bâtiment. Ok. Alors, c'est quand même un endroit très particulier, hein, qui a vraiment été érigé par Franco, pour Franco, et c'est le plus grand bâtiment fasciste d'Europe aujourd'hui, et que vous pouvez encore une fois aller visiter. Alors vous pouvez bien imaginer qu'après la mort de Franco, quand l'Espagne devient démocrate, eh bien on ne sait pas très bien quoi faire de ce monument. Qu'est-ce qu'on va faire d'un monument pareil ? Et en fait, la démocratie espagnole, c'est pour ça qu'elle a mis 43 ans à décider ce qu'on allait en faire.
parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, et puis il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas y toucher. Alors disons que dans un premier temps, vous voyez, dans les années 80 jusque dans les années 2000, on décide de rien toucher, on touche rien à ce bâtiment, donc il reste exactement comme avant. Bon, il se dégrade pas mal. Et puis, à partir des années 2000-2005, on commence à réunir des commissions d'historiens qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça, parce qu'on ne peut pas le laisser quand même en l'état, c'est un monument fasciste, et on est en démocratie, ça ne correspond pas à nos valeurs. Donc on ne peut pas, vous imaginez, on ne peut pas laisser la tombe de Hitler au milieu d'une Allemagne démocratique. Ben, c'est pareil, on ne peut pas laisser la tombe de Franco au milieu d'une Espagne démocratique. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Il y a beaucoup de discussions, il y a des gens qui disent qu'il faut le détruire, qu'il faut le dynamiter, il y en a d'autres qui disent qu'il faut le reboucher. Enfin bon, il y a 50 idées. Et il y a des commissions qui se forment pour réfléchir à ça. Et finalement, ben, les historiens qui sont commissionnés, ils disent que ben non, il faut le garder. Il faut le garder, ce monument, parce qu'en fait, ça rappelle aux Espagnols qu'il y a eu une dictature pendant 40 ans. Donc c'est important de le garder, parce que c'est un souvenir de la dictature. Par contre, la commission des historiens dit qu'il faudrait mieux sortir Franco. Parce que là, c'est trop quand même. Faire un immense mausolée à la gloire du dictateur, bon, on peut avoir du respect pour les ossements qui sont là, parce que c'est des gens qui sont morts à la guerre, bon ok, ça on ne va pas y toucher, mais Franco, non. Donc déjà, dès les années 2011, il y a des gens qui disent il faudrait qu'il sorte, quoi. Il faudrait l'enlever. Et puis finalement, comme je vous disais, la décision elle est prise en 2017-2018, finalement on décide d'agir, et finalement on le sort. Mais ça a été très, 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 très long. Il a fallu 43 ans pour prendre cette décision, parce que, je vous ai mis, vous voyez, ce monument, c'est comme une épine dans le pied de la démocratie, on ne sait pas quoi en faire. C'est un monument très embarrassant. Et il le reste encore aujourd'hui, hein, même sans Franco dedans. Ce geste qui a sortir Franco du Valle de los Caídos pour l'enterrer dans son cimetière, familiale, c'est un geste assez important parce que ça veut dire que la démocratie espagnole aujourd'hui, elle rejette la dictature et qu'elle cherche ses origines dans le régime qui a précédé la dictature, c'est-à-dire la République. Et qu'elle se reconnaît dans les valeurs de la République des années 30, celles des années 1931-1939. Donc c'est renouer avec l'héritage démocratique de la Seconde République. C'est déclarer que ce monument est dissonant. Qu'est-ce que ça veut dire dissonant? Ça veut dire que ce monument porte des valeurs qui sont celles de la dictature et qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. Voilà, donc c'est un monument dissonant qui sonne bizarrement parce qu'il défend des valeurs qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui, qui ont été celles de la dictature mais qui ne sont plus les nôtres. C'était aussi une manière de rendre justice aux victimes de la répression. Oui, parce que Franco, quand il est arrivé au pouvoir, il a tué 160 000 personnes exécutées. 160 000 personnes qui ont été enterrées dans des fosses communes. Il y a plus de 6 000 fosses communes un peu partout en Espagne. Des gens qui ont été enterrés à la va-vite, dans des cimetières, dans des champs, dans des terrains vagues. Il y en a partout, partout, partout. Dans tous les villages d'Espagne, vous trouvez des fosses communes où des gens qui étaient des républicains ont été exécutés par les franquistes. Donc évidemment, sortir Franco, c'est une manière de rendre hommage à toutes les victimes de la répression franquiste pendant la dictature. Et enfin, finalement, pour coiffer le tout, après l'exhumation de Franco en 2019, le pouvoir a fait voter une loi mémorielle 2022. Et cette loi mémorielle, elle dit beaucoup de choses, mais en particulier, elle interdit toute forme de célébration ou d'hommage à la dictature et à Franco. Donc aujourd'hui, c'est hors la loi. Si vous vous baladez dans la rue en Espagne avec un t-shirt avec le visage de Franco, vous êtes hors la loi. C'est un délit. Vous n'avez pas le droit. On ne peut pas honorer le dictateur dans l'espace public. Chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais dans l'espace public, c'est interdit. Et ça, c'est une loi de 2022, donc vous voyez, elle n'est pas vieille, hein. Ça fait 3 ans. Voilà, donc tout ça, c'est la même suite. Alors, est-ce que les choses se passent si facilement? Eh bien non, les choses ne se passent pas si facilement. Hein. Alors, le Valle de los Caídos, bon, d'accord, on a essayé de le neutraliser, on a enlevé le corps du dictateur. Bon. Mais ceci dit, comme je voulais vous dire, des monuments franquistes, il en reste plein.
Il en reste plein. Il n'y a pas que le Ballier de los Caídos. Alors, je vous ai mis la photo, par exemple, vous voyez, de ça. C'est l'entrée de Madrid. À l'entrée de Madrid, vous avez un grand arc de triomphe qui s'appelle l'Arc de la Victoire et qui a été élevé par Franco pour célébrer sa victoire sur la République en 1939. Et ce monument, ben, vous pouvez le voir, hein, il est toujours debout. Il existe. Et donc, il reste pas mal de monuments et pas mal de choses qui font hommage à la dictature. Encore aujourd'hui dans les rues de Madrid, dans les rues d'Espagne. Et si vous allez en Espagne et que vous êtes bien attentif, ben je suis sûr que vous trouverez des traces de Franco. Alors ça, c'est plus qu'une trace, hein, c'est énorme, mais des fois c'est très discret, ça peut être un nom de rue par exemple, qui fait référence au franquisme. Mais bon, il y a toujours des traces, ça reste. Donc la loi n'a pas réussi à débarrasser complètement l'Espagne des souvenirs de Franco. Et puis par ailleurs, il y a un mouvement d'extrême droite qui est né en Espagne en 2013, qui s'appelle Vox, qui est un parti d'extrême droite et qui se réclame de la mémoire de la dictature, qui se réclame de la mémoire de Franco. Alors ça peut donner des choses un petit peu bizarres. Par exemple, vous voyez, ça c'est une photo que j'ai prise au Puce, à Madrid. Et ben, vous avez des étals où vous avez des portraits de Franco, des drapeaux du franquisme, des médailles, des autocollants, des trucs comme ça. Ça se vend. Normalement, ça devrait être interdit, mais ça continue à se vendre. Bon, voilà. Et puis là, vous voyez, c'est une autre photo. Vous reconnaissez le Ballier de los Caídos. Et là, vous avez quelqu'un dont on ne voit pas le visage, mais qui est venu au Ballier de los Caídos avec le portrait de Franco. Et cette personne, c'est aujourd'hui. Donc il y a des nostalgiques du franquisme, en particulier dans l'extrême droite espagnole. Et bon, je passe, mais c'est assez important. Alors, par ailleurs, vous voyez la photo de droite, vous avez aussi des collectifs de citoyens qui, eux, se mobilisent pour débarrasser l'Espagne de tous les symboles du franquisme. Alors là, c'est un collectif catalan, c'est écrit en catalan. Il y a marqué « Fora franquisme dels carrers », ça veut dire le franquisme en dehors des rues. Non, c'est très mal traduit, hein. Fuera, dehors. Donc ça, c'est des jeunes, vous voyez, qui, eux, au contraire, se mobilisent pour qu'on élimine le maximum de souvenirs. Donc vous voyez, il y a des débats publics, hein, c'est pas simple. C'est pas si simple que ça et l'opinion publique est assez partagée. Alors, preuve de ces opinions un peu partagées, quelques sondages. Par exemple, en 2019, donc au moment où on exhume Franco et on le sort du Ballier de los Caídos, 57,4% des Espagnols sondés sont pour l'exhumation. Ils pensent que c'est normal. 57, c'est pas énorme quand même, hein. C'est pas tant que ça. Je sais pas, imaginez qu'on soit en Allemagne et qu'on demande aux Allemands est-ce que vous êtes pour garder un monument en l'honneur de Hitler ? Je suis sûr qu'en Allemagne, 99,9% des Allemands diraient non, il faut l'enlever. En Espagne, un monument de Franco, il n'y a, je dirais, que 57% des Espagnols qui pensent qu'il faut l'enlever. Donc c'est la majorité, hein, mais c'est quand même pas une majorité absolument écrasante, hein. Et il y a quand même 25,5% des Espagnols qui sont contre l'exhumation de Franco et qui pensent qu'il fallait garder Franco dans son mausolée. Donc ça, c'est des gens qui sont des nostalgiques de la dictature. C'est quand même beaucoup, 25%, c'est un Espagnol sur 4. C'est beaucoup. Et alors d'autres sondages, il y a 45% des Espagnols, donc c'est presque la moitié, mais ce n'est pas la moitié, 45,2% des Espagnols qui pensent que l'exhumation, sortir Franco, ça rend la démocratie espagnole plus digne. Que 45%. Et il y a quand même 38% qui pensent que sortir Franco de sa tombe, ça contribue à rouvrir les blessures du passé. Donc ça entretient des querelles mémorielles inutiles, en quelque sorte. 38%. Et quand on regarde l'opinion des Espagnols par opinion politique, et qu'on regarde les gens qui votent à l'extrême droite, c'est 75% des électeurs d'extrême droite qui sont contre l'exhumation. Donc eux, ils sont très majoritairement contre l'exhumation. Donc vous voyez, ce n'est pas une décision si facile, et on ne peut pas dire vraiment qu'elle ait remporté l'unanimité des Espagnols. L'opinion est assez partagée, même si majoritairement, quand même, les Espagnols pensent que c'est une bonne chose d'avoir sorti le dictateur de son mausolée. Et c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui, surtout chez les gens de votre âge, à une espèce de nostalgie pour le personnage de Franco.
une nostalgie qui fait que des jeunes qui n'ont pas du tout connu le franquisme, hein, naturellement, ils ont votre âge, ils ont 20 ans, et ben, vont acheter des pins, des autocollants, des petites statues de Franco. C'est quand même un dictateur qui a tué des dizaines et des dizaines de milliers de gens. Hein. On se demande comment aujourd'hui on peut porter un pins en l'hommage de cette... Bon voilà. Alors chez les jeunes, il y a une espèce d'image un peu adoucie de cette dictature qui fait que Franco, on ne sait pas très bien qui c'est finalement, il était peut-être sympa. Donc voilà, c'est une évolution récente. Ça, c'était l'acte 1. Acte 2. Alors on remonte dans le temps, là on est en 75. C'est le moment où Franco meurt. Alors je vous ai mis une photo très célèbre, c'est l'annonce faite par le Premier ministre, qui s'appelle Arias Navarro, peu importe. C'est l'annonce qui est faite de la mort de Franco. Il a un peu des oreilles à la Donald, hein, c'est marrant, et il pleure à la télévision en disant cette phrase extrêmement célèbre, « Españoles, Franco ha muerto ». Vous comprenez ? Les Espagnols, Franco est mort. Voilà. Ok, alors, la mort de Franco, image très célèbre du Premier ministre qui est à moitié en pleurs et qui dit, voilà, Franco est mort. Ça fait 40 ans qu'il est dictateur, il est mort. On est le 20 novembre 1975. Ok. Alors, est-ce que c'est une surprise, la mort de Franco ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une surprise, parce que d'abord, il est malade depuis les années 60. On sait qu'il a la maladie de Parkinson et qu'il tremblote, il est complètement vieillard, complètement gâteux. Quand il parle en public, on ne comprend rien de ce qu'il dit. Donc bon, les Espagnols ne sont pas débiles, ils ont bien rendu compte qu'il n'était pas très en forme, hein, et depuis un moment déjà. Donc ce n'est pas une surprise. Et puis en plus, il va avoir une agonie extrêmement longue. Il va mettre plus d'1 mois à mourir. Donc il part à l'hôpital, il y a des rumeurs, on l'opère 25 fois. Enfin bon, c'est horrible, un acharnement thérapeutique alors qu'en fait, il est déjà complètement mort. Bon bref, peu importe. Donc... mais pendant ce temps-là, les Espagnols savent qu'il est à l'hôpital, qu'il va évidemment mourir, mais on n'a aucune nouvelle. Secret d'État, on ne sait pas ce qu'il devient, mais bon, tout le monde s'attend à ce qu'il meure. Donc quand il meurt le 20 novembre, ce n'est pas vraiment une surprise. Alors c'est assez bizarre qu'il soit mort un 20 novembre. Et ça, évidemment, c'est un peu bizarre. Et alors on n'a pas la preuve, hein, quand on est historien, mais on pense qu'il n'est pas mort le 20 novembre. Il a dû mourir avant. Mais l'annonce a été faite le 20 novembre. On ne sait pas. Il y a un doute. Alors, vous ne savez pas ce que c'est que le 20 novembre en Espagne. La dictature franquiste, elle reposait évidemment sur un parti unique, comme toutes les dictatures. Hein. Ce parti unique, il s'appelait la Phalange. OK ? Et le fondateur de la Phalange, alors qui s'appelle José Antonio, le dictateur de la Phalange, il est mort un 20 novembre. Bon. Il est mort un 20 novembre, le 20 novembre 1936. Voilà. Au début de la guerre civile. Voilà. Et tous les 20 novembre, c'est ce qu'on appelle le jour des caídos, c'est-à-dire c'est le jour où on va rendre hommage à tous ceux qui sont morts pour Franco. Et c'est un jour très important dans la commémoration franquiste. Tous les jours, tous les ans, le 20 novembre, c'est un jour férié et tout le monde va prier, machin. Donc c'est un jour très important. Et comme par hasard, Franco meurt le 20 novembre. Bon, on peut avoir des doutes. Mais vous voyez, c'est probablement faux. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'annonce a été faite ce jour-là, parce que pour les Espagnols, le 20 novembre, c'est évidemment peut-être le jour le plus important des commémorations franquistes. C'est le jour où on rend hommage à tous ceux qui sont morts du côté de Franco. Et on rend hommage au parti unique et au fondateur du parti unique de la Phalange. Bon, donc je dirais une mort opportune. Hein. Comme par hasard, il est mort à la bonne date. Ça tombe bien. OK. Pendant son agonie, on n'a aucune nouvelle, mais alors qu'une fois qu'il est mort, c'est un déluge médiatique. Tout le monde ne parle que de ça, les télévisions 24 heures sur 24, la mort de Franco, la mort de Franco. Il faut dire que son enterrement va durer 4 jours, que son corps va être exposé dans le Palais Royal, que son corps va traverser toutes les rues de Madrid, selon un défilé qui fait 40 km de long. Non mais un truc de fou. Vous le voyez ici, il y a des dizaines de milliers d'Espagnols qui font la queue pour aller rendre hommage à la dépouille du dictateur. On dit qu'il y a eu 300 000 Espagnols qui sont venus faire la queue pour rendre hommage au dictateur. Donc c'est un moment de très grande émotion collective et qui a été beaucoup rapporté par la presse. Vous le voyez à droite, différents titres de l'époque. Franco est mort, Franco est mort, Franco est mort. Du coup, il y a eu des sondages qui ont été faits par la presse à l'époque.
Et ces sondages, ils nous intéressent beaucoup parce qu'ils nous permettent de mesurer qu'est-ce que c'est que la figure de Franco pour la société espagnole au moment où il meurt. Alors au moment où il meurt, l'image c'est... Alors Franco, il a 83 ans. 83 ans, c'est très étonnant, mais l'image prépondérante, c'est l'image du grand-père. Alors, c'est le grand-père qui est mort. On a l'impression que c'est son grand-père qui est mort. Alors évidemment, mais ce n'est pas une image négative, c'est plutôt une image intime. Il y a un sondage qui montre que pour 49% des Espagnols, la mort de Franco, c'est comme la mort d'un être cher. C'est comme la mort du grand-père. Donc ça veut dire que les Espagnols ont un sentiment très intime, très proche. Ils se sentent très proches de ce dictateur, comme si c'était un membre de la famille. C'est très très étonnant. Et en fait, un autre sondage montre que pour 53% des Espagnols sondés, ils ont ressenti à la mort de Franco la peine et la douleur. De la peine et de la douleur. Donc ça veut dire que la majorité des Espagnols, quand le dictateur est mort, ils ont de la peine et de la douleur. Ils n'ont pas du tout de la haine, de la colère, de la revanche. Ils ne se sentent pas du tout libérés, heureux. Non. Et pour 29% d'entre eux, la mort de Franco est considérée comme une perte irréparable. C'est quand même un Espagnol sur 3. Donc vous voyez que les sentiments de l'opinion publique espagnole sont très ambigus, même pas tellement ambigus, ils sont plutôt positifs en fait, vis-à-vis de ce monsieur qui est un vieux monsieur que l'on a vu depuis 40 ans, qui vous a accompagné toute la vie. Alors certes, c'est un dictateur extrêmement cruel, mais bon, on s'est habitué à vivre avec. Et il est devenu presque un membre de la famille. C'est ce qu'on appelle el abuelo, ça veut dire le grand-père. C'est la mort du grand-père. Ce qui n'est pas une attitude franchement hostile. C'est assez étonnant. Il faut dire que les funérailles de Franco, très importantes, elles ont été énormes. Vous voyez un petit peu en haut à droite le défilé militaire avec le drapeau franquiste sur le truc, des hommages sans fin. Il y a même, il est mort, mais il y a des bustes à Franco qui sont inaugurés. C'est quand même un peu étrange après sa mort, mais bon, voilà. Et puis, évidemment, tous les 20 novembre, date anniversaire de la mort de Franco, dans les années qui suivent, il y a des grands rassemblements très important, soit à Madrid, soit au Valle de los Caídos, parce que c'est là où il est enterré. Et tous les 20 novembre, c'est une date anniversaire de la mort de Franco. Et dans les années 76, 77, 78, 79, c'est des milliers et des milliers d'individus qui se rendent pour faire l'hommage du dictateur mort. Donc vous voyez que l'impact sur la société espagnole est non seulement un impact assez positif, mais un impact qui dure largement après sa mort. Alors malgré tout, évidemment, encore une fois, tous les Espagnols ne sont pas en train de pleurer, loin de là. Évidemment, il y a beaucoup d'Espagnols qui sont très heureux de la mort de Franco, parce que ça faisait 40 ans qu'ils attendaient cette mort et qu'ils attendaient la fin de la dictature. Donc il y a aussi beaucoup d'Espagnols qui se sentent heureux, libérés. Alors ils ont sabré le champagne le jour où Franco est mort, mais ils ne l'ont pas fait dans la rue. C'est des choses qu'on a fait dans les familles, dans des familles de gauche, dans des familles qui avaient subi la répression franquiste. On a été contents, on l'a fêté avec des amis, mais on ne l'a pas fait dans la rue. On l'a fait de manière discrète, mais on était vraiment heureux, parce que ça faisait 40 ans que cette dictature durait. Bon, donc il faut quand même tenir compte qu'il y a des oppositions au franquisme, et des oppositions qui sont très importantes, surtout depuis les années 60, c'est des oppositions de gauche principalement, communistes, socialistes, anarchistes, enfin des gens de gauche qui ont lutté contre le franquisme pendant toute leur vie, depuis les années 60, en organisant des grèves dans les universités, des mouvements dans les usines, tout ça. Donc tous ces gens d'opposition, et c'est la moitié des Espagnols, ils sont très heureux, mais ils ne peuvent pas l'exprimer. Ils n'osent pas trop le dire, mais ils sont quand même très très heureux, évidemment. Donc c'est très important. Et puis, malgré tout, et ça amène une nuance, après la mort de Franco, évidemment, on continue à faire des sondages. Alors moi, j'ai regardé ces sondages qui sont faits en 75, 76, 77, tout ça. Et on interroge les Espagnols et on leur dit, Franco est mort, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va se passer?
Et certes, il y a un peu de nostalgie pour Franco. Mais dans ces sondages, et ça c'est assez intéressant, ce qui apparaît, c'est que malgré tout, quand on interroge les Espagnols, dans leur écrasante majorité, ils sont quand même pour une évolution démocratique des choses. Par exemple, si on leur demande « Est-ce que vous voudriez une autre dictature, etc. » Ils disent « Non, 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 non. Ce que l'on veut, c'est pouvoir élire des députés qui vont être dans un parlement, etc. » Est-ce que, donc quand même le rejet du franquisme, du régime dictatorial, hein. Est-ce que vous voulez un parlement qui vous représente avec des élections régulières, des députés, etc. À 75%, oui. Est-ce que vous voulez la paix sociale, etc. Écrasante, oui. Est-ce que vous êtes pour le respect des libertés publiques, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'association, toutes les libertés fondamentales? Écrasante majorité, oui. Est-ce que vous êtes pour la reconnaissance des partis, des syndicats, qui soient d'opposition, etc. Oui. Donc c'est quand même intéressant parce qu'à la fois, il y a une forte nostalgie pour la personne de Franco, mais à la fois, toute la dictature, eh ben, on n'en veut plus. Et on veut un régime démocratique avec des partis, des syndicats, des libertés, un parlement, une constitution démocratique. Donc vous voyez que les sentiments sont très ambigus. C'est comme si les Espagnols étaient nostalgiques de l'homme et rejetaient le régime franquiste. C'est comme s'il y avait une espèce de découplement. On reste un peu attaché à l'homme parce qu'on a une relation presque intime avec lui, c'est le grand-père. Mais ce que l'homme a représenté politiquement, son régime, on n'en veut plus. Vous voyez, c'est très ambigu. C'est très ambigu et assez intéressant. Alors, ce type de sentiment ambigu, ça va quand même donner des résultats dans les années juste après sa mort. Et je vous signale ça. D'abord, il y a des gens qui disent « on va vomir Franco ». C'est vraiment un truc physique. Ça fait 40 ans qu'il nous occupe, on va vomir la dictature. Et je voulais vous signaler qu'il y a beaucoup d'œuvres artistiques à l'époque qui disent ce sentiment de vomir Franco, vraiment comme si il fallait, comment dire, je ne sais pas, comme si on était possédé par ce truc et qu'il fallait extirper la figure de Franco de votre corps, vous voyez. Et alors la littérature, la BD, les chansons, les fameuses movidas par exemple, et aussi beaucoup le cinéma. Le cinéma joue un rôle très intéressant. Je vous ai mis une affiche là, qui s'appelle un film de 88 qui s'appelle Espérame en el cielo, Attends-moi au ciel, qui est un film très drôle, un film comique. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais qui se moque de la figure de Franco. Et c'est un film qui a eu beaucoup de succès. Donc le cinéma, la BD, les chansons, ça joue quand même un rôle dans la désacralisation du dictateur. Et puis cette désacralisation du dictateur, dans certains cas, elle peut donner lieu à ce qu'on pourrait appeler une défranquisation de l'espace public. C'est-à-dire que la rue, on va enlever tout ce qui rappelle Franco, et en particulier les statues. Et là, vous avez une photo qui a été prise le 9 septembre 1983 dans la ville de Valence, en Espagne, où l'on démonte la statue équestre de Franco qui était au milieu de la ville. Alors, j'aime autant vous dire que ça ne s'est pas fait facilement, hein. La mairie, qui était une mairie de gauche, a décidé d'enlever la statue de Franco, mais il a fallu l'enlever la nuit. Les ouvriers de la municipalité qui ont démonté la statue sont allés masquer, parce que si on les avait reconnus, ils auraient eu des problèmes personnels. Et puis il y a eu beaucoup de manifestations de franquistes pour empêcher d'abattre la statue. Et quand la statue est finalement partie au magasin, il est resté son piédestal, et vous voyez qu'autour de son piédestal, vous avez des fleurs de gens qui regrettent Franco et qui vont poser des hommages à Franco. Vous voyez, enlever Franco de l'espace public, enlever ses statues, enlever les noms de rue, on est pourtant 83, ça fait 8 ans que Franco est mort, 8 ans. Eh bien, c'est pas du tout facile. Défranquiser l'espace public, c'est très, très, très compliqué. Je vais vous dire un truc, c'est que la dernière statue de Franco, vous savez quand est-ce qu'elle a été enlevée ? En 2021.
la dernière. Donc le processus qui consiste à enlever toutes les statues qui font hommage à Franco, ça commence, vous voyez, dans les années 80, et ça dure pendant 40 ans. Et la dernière statue de Franco dans l'espace public, c'est 2021. Bon, donc c'est pour vous dire que franchement, c'est très compliqué de se débarrasser de la mémoire de Franco. Très, 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 très long. Acte 3, alors là, on est en 1936. C'est le début de la guerre civile. C'est le début de la guerre civile, l'été 1936. Le coup d'État des généraux franquistes a été le 18 juillet. Et pendant l'été, Franco va prendre la tête de la rébellion. Il prend la tête de la rébellion et le 1er octobre, il est nommé généralissime de l'armée franquiste. Donc c'est ça qui couronne son pouvoir définitivement pendant 40 ans. Alors à cette époque, Franco, on l'appelle, et ce titre est intéressant, c'est un titre qui date de 1946, mais je l'ai quand même mis là, Caudillo por la gracia de Dios. Alors, Caudillo par la grâce de Dieu. Caudillo, est-ce que c'est un mot que vous connaissez? Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire quoi en espagnol, un caudillo? Un chef, ouais. Plus exactement, un chef militaire. Un chef militaire, un caudillo. Ce mot, il est très ancien. On l'utilise au Moyen-Âge, on l'utilise au XIXe siècle. Il y a eu toutes sortes de généraux très importants qu'on a appelés des caudillos. C'était un mot relativement fréquent. Mais évidemment, on l'utilisait, il y en avait beaucoup, donc on l'utilisait au pluriel et sans le C majuscule. On disait, voilà, dans l'armée espagnole, il y a des caudillos, ça veut dire qu'il y a des chefs militaires qui sont très connus. Qu'est-ce qui va se passer dans l'été 1936? C'est qu'on va passer de cet usage commun, caudillos au pluriel, à caudillo au singulier, avec un C majuscule. Ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'un seul, c'est Franco. Donc c'est le passage de caudillos au caudillo avec un C majuscule. Donc maintenant, Franco, on l'appelle le caudillo, exactement comme Hitler qu'on appelle le Führer, ou Mussolini qu'on appelle le Duce. Voilà, c'est son titre. Et c'est le titre qu'il va porter jusqu'à sa mort. Il est donc caudillo par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a désigné à la tête de l'Espagne. Voilà. Donc c'est une transformation de pure propagande qui a été faite au cours de l'été 1936. Et c'est évidemment cette transformation qui fait que le 1er octobre, il est nommé généralissime des armées franquistes. C'est-à-dire au plus haut, le chef du chef, quoi. Ok, alors je passe sur les théories du caudillaje. Donc Franco est en majesté, la propagande franquiste est extrêmement virulente, extrêmement bien organisée, et va constamment, pendant toute la dictature, mettre Franco sur un piédestal. Il est absolument partout, c'est une formation très précoce. Je vous ai mis le nom du monsieur qui dirige les services de propagande, il s'appelle Ernesto Jiménez Caballero. Bon, et l'image de Franco est extrêmement contrôlée. On la trouve partout. Alors c'est vraiment presque amusant, des peintures, des sculptures. Alors là, je vais vous en montrer plein. Mais on le trouve sur des boîtes de fromage, on le trouve dans des papiers de bonbons, on le trouve sur des étiquettes de vin, on le trouve sur des porte-clés, on le trouve sur des cartes postales. On le trouve partout, 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 partout. Son image est partout dans l'espace public. Partout, partout, partout dans l'espace public. On ne peut pas l'éviter. Comme Hitler, comme Mussolini, ça ne vous étonnera pas, c'est un régime fasciste, donc c'est un régime qui insiste sur la personnalité du chef, qui insiste. Donc l'image du caudillo est très contrôlée, parce qu'évidemment, vous pouvez le mettre sur un porte-clés ou sur un papier de chewing-gum, mais, enfin, le chewing-gum, ça n'existe pas, de bonbons, mais ça ne veut pas dire que vous le représentez n'importe quoi, n'importe comment, c'est toujours contrôlé. On le représente toujours d'une certaine manière, toujours habillé en militaire. Voilà, c'est très contrôlé l'image. Et bien c'est évidemment à cette époque, dès la guerre civile, qu'apparaissent les premiers monuments et les premières peintures à la gloire de Franco. Donc des monuments équestres, par exemple. Et puis alors des poèmes, une quantité de littérature, mais infinie. Par exemple, là je vous ai mis un extrait d'un journal qui s'appelle La Gazeta Nacional. Vous voyez, on est le 24 novembre 1936. Juste après qu'il ait été nommé caudillo,
Franco et l'Espagne seront à partir de maintenant deux noms synonymes. Il ne sera plus possible de penser à l'Espagne sans se souvenir de Franco, ni de se souvenir de Franco sans penser à l'Espagne. Voilà, l'Espagne et Franco, ça fait une seule et même chose. On ne peut plus les séparer. Alors qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne d'innombrables peintures, couvertures de presse, des films de propagande. Il y en a partout, partout. Le culte à Franco est extrêmement intense pendant la guerre civile. Et puis évidemment, à partir de 1939, quand il a gagné la guerre, alors c'est encore pire. Et là, il y en a partout, partout, partout. Une présence obsédante, très surveillée, avec de puissants relais que sont la radio, à l'époque. La télévision, ça n'existe pas, comme vous savez. Mais la radio, oui. Le cinéma. À l'époque, quand on allait au cinéma, en première partie du film, il y avait ce qu'on appelait les actualités cinématographiques. Et les actualités cinématographiques en Espagne s'appellent le Nodo, N-O-D-O. Et c'est un outil de propagande fondé en 1942 au service de Franco. Et pratiquement, il est sur toutes les images. Le tableau, celui-là, il est très connu. Le tableau, il y a marqué Zuloaga, c'est un peintre espagnol qui est peut-être le tableau le plus connu de Franco. On le voit drapé du drapeau espagnol. À droite, il y a marqué Barcelonais, ça fait 3 ans que Franco vous a libéré. Voilà. C'est-à-dire que la guerre n'est pas une guerre civile, c'est une guerre de libération. On a libéré l'Espagne de l'invasion rouge. C'est une guerre de libération. C'est ce que j'ai marqué, la guerre civile est une guerre de libération. Alors ce qui est intéressant dans toutes ces images de propagande, c'est de voir ce qu'elle veut dire, quel sens elle nous donne. Ce qu'elle nous donne, c'est que Franco est la tête d'une croisade, une croisade religieuse. Il lutte pour Dieu contre la République qui était rouge, qui était influencée par les rouges. Il est le sauveur de la patrie, il a été désigné par Dieu pour sauver la patrie. Il est le combattant contre les infidèles, comme le Cid qui a combattu les musulmans au Moyen-Âge. Il est l'homme choisi par Dieu. On dit il y a une expression qui dit que c'est la figure du doigt de Dieu. Dieu l'a désigné. C'est le doigt de Dieu. Dei digitur, voilà, c'est une expression latine. Il est évidemment un fasciste, un chef fasciste. Il est un militaire qui lutte contre l'invasion étrangère, les Rouges. Et la guerre civile n'est pas une guerre civile entre les Espagnols, mais est une lutte de la véritable Espagne contre des gens qui n'étaient pas des Espagnols parce qu'ils étaient rouges. Ils étaient républicains, donc ils ne sont pas considérés comme des Espagnols. C'est la raison pour laquelle on peut les exécuter et les tuer. Ils ne sont pas considérés comme des frères. Voilà, grosso modo, une vraie manipulation de l'histoire. Et alors, justement, la manipulation de l'histoire, là, vous l'avez sur ce tableau. J'ai oublié d'en donner les références. Moi, j'aime beaucoup ce tableau parce qu'il était, maintenant il n'y est plus, mais il était aux archives militaires de Madrid. Et la première fois que je suis allé aux archives militaires de Madrid, alors c'était il y a très longtemps, ce tableau, il était encore là. Alors moi, j'étais comme vous, un petit Français, je débarque, je rentre là-dedans, je vois ça, je me dis, oh là là, bonjour l'ambiance, quoi, c'est sympa. Et alors, il y a ce tableau, donc vous voyez Franco déguisé en croisé, en chevalier du Moyen-Âge, voilà. Et au-dessus de lui, il y a un cheval qui est le cheval de l'Apocalypse. Et puis sur les côtés, vous avez tous les partisans, donc les gens d'église, il y a des moines, il y a des fascistes qu'on reconnaît avec, il y a des carlistes, il y a des, etc. Il y a toutes sortes de personnages qui sont des personnages qui évoquent l'histoire de l'Espagne et le combat du Franco. Et Franco, il y a exactement le même portrait d'Hitler en chevalier du Moyen-Âge d'ailleurs. Donc c'est vraiment des manipulations de l'histoire qui sont complètes. Voilà, la mémoire, là, c'est une manipulation de l'histoire par le pouvoir politique. Vous voyez que selon les époques, l'image qu'on a de Franco est très différente. Donc pour résumer ma petite présentation, en 2019, c'est le dictateur, le criminel dont on veut se débarrasser et qu'on ne veut plus avoir au centre de ce grand monument, et on l'enlève. En 1975, c'est un peu la mort du grand-père. Même dans l'opposition, il y avait un monsieur très connu, un grand écrivain espagnol qui s'appelle Chirbes, qui disait que Franco, quand on était dans l'opposition, on le haïssait comme on peut haïr son père. Voilà, à la fois, il y a la haine, mais à la fois, c'est quelqu'un de la famille. Très intéressant. Et enfin, 1936, le sauveur de l'Espagne, l'homme providentiel qui est venu pour sauver l'Espagne d'une invasion
rouge, communiste, bolchevique, tout ce que vous voudrez. Donc voilà 3 images complètement différentes. Alors moi, des images comme ça, j'en ai dessiné 17. Ben, je vous en ai donné que 3, hein, parce que sinon on serait là demain matin, mais c'était 3 exemples. Et alors, ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que à travers ces 3 exemples, quand même, à chaque fois, on a parlé de mémoire, d'empreinte, mais en fait, si on fait attention, on a parlé de 2 types de mémoire assez différents. Il y a toutes les mémoires qui seraient les manipulations du passé par le pouvoir politique. Par exemple, la propagande en 1936, c'est de la pure, vous le savez, vous l'avez fait en cours, c'est de la pure manipulation par le pouvoir politique franquiste qui manipule l'image de Franco. OK ? Ça, c'est ce qu'on appelle les politiques de mémoire, c'est-à-dire les usages, les manipulations, les instrumentalisations du passé par le pouvoir. Mais il y a aussi une autre compréhension de la mémoire qui serait, qu'on peut appeler les mémoires sociales, les mémoires communes, c'est-à-dire les souvenirs que les gens ont de Franco dans les familles, dans les communautés, dans les villages, etc. Qui n'est pas une mémoire imposée par le haut, mais qui est une mémoire vécue, qui est une mémoire sociale, qui est vécue dans la population. Ce n'est pas exactement la même, et ça ne coïncide pas nécessairement ces 2 niveaux. Voilà. Alors ça, c'est par exemple ce que révèlent les sondages, c'est-à-dire ces sentiments un petit peu ambivalents vis-à-vis du dictateur. Ça, ces sondages, ils sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de révéler la manière dont, dans les familles, on vit ou pas avec la figure de Franco. C'est autre chose, c'est un autre degré, c'est une autre manière de comprendre la mémoire, et cette manière ne coïncide pas nécessairement avec les manipulations par le pouvoir politique. Et puis, on l'a vu, ces mémoires, comment on peut les repérer, comment on peut en faire l'histoire, elles s'incarnent dans des statues, elles s'incarnent dans des lieux, elles s'incarnent dans des œuvres artistiques, elles s'incarnent dans des images, elles s'incarnent dans des bandes dessinées. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai travaillé. J'ai travaillé en regardant des films pour essayer de comprendre quelle était l'image de Franco dans la société espagnole. Et alors, pour terminer, parce que ça m'amuse bien, pour vous montrer, il y a aussi une chose que j'ai beaucoup regardée, c'est les œuvres artistiques. Parce que les artistes, souvent, ils ont leur manière de dire les choses qui sont très, 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 très pertinentes. Et ça vaut le coup de regarder l'art contemporain. Alors, je voulais vous montrer 2 œuvres artistiques qui moi, m'ont beaucoup plu parce que justement, elles disent parfaitement aujourd'hui le sentiment qu'ont les Espagnols, l'idée d'un espèce de fantôme. Il est mort, mais il est un peu là quand même. On a l'impression qu'il est comme un fantôme, Franco. Alors à gauche, c'est un sculpteur qui s'appelle Fernando Sánchez Castillo, il y a un accent sur le A. Et vous voyez sur la photo, c'est une statue équestre de Franco. Elle était à Barcelone et elle a été retirée de la rue, évidemment. Donc elle est dans les magasins municipaux. Donc oubliée de tous. Hein, d'accord ? Oubliée de tous. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire, Fernando Sánchez Castillo ? Il va aller dans les magasins municipaux et il va demander à des gens, et vous voyez ces gens, il y a une dame, elle a un chien, ils sont aveugles. Ils sont aveugles de naissance. Bon. Et donc ces gens, on leur dit absolument pas où ils vont, on les amène au magasin et on leur demande de toucher la statue. Mais on leur dit pas qui c'est. Et donc au début, ils caressent la statue, etc. Vous voyez, ils sont autour de la statue, ils la touchent. Le monsieur de gauche, vous voyez, il est aveugle, etc. Ils sont filmés, photographiés, ils touchent la statue. C'est assez beau parce que c'est assez... Voilà, ils touchent le bronze, c'est assez sensuel. Et puis, un moment, ils s'aperçoivent que c'est Franco. Mais on ne leur a rien dit. Et là, leur réaction est évidemment une réaction de rejet. Ils sont très choqués. Voilà, donc ça, c'est un artiste qui voulait nous montrer que Franco, il existe dans notre esprit. Et que même s'il n'est plus dans la rue, il est quand même, d'une certaine manière, un petit peu présent dans notre esprit, parce qu'on a tous plus ou moins l'image de Franco dans la tête, même quand on est aveugle. C'est intéressant comme proposition artistique. Alors la deuxième proposition, elle a fait scandale, elle a été présentée par un sculpteur qui s'appelle Eugenio Merino dans un salon d'art contemporain à Madrid, Arco, en 2012. Et ça s'appelle Always Franco, toujours Franco. Alors ça a été très provocateur et même l'artiste il a été attaqué en justice. Alors ça représente quoi ? Ça représente, vous voyez, un mannequin de Franco en vieillard.
qui est habillé en grand habit de général, hein, voilà, et il est enfermé dans un frigidaire Coca-Cola. Pourquoi il est enfermé ? Parce qu'il est congelé. Voilà. Et en fait, quand on se rapproche, on s'aperçoit qu'il y a plein de glace sur le... Voilà. Et cet artiste, il a voulu nous dire aussi que Franco est mort. D'ailleurs, cette boîte-là, cette boîte Coca-Cola, ce frigidaire, ça ressemble un petit peu à un cercueil. C'est assez marrant. Donc, Franco est bien mort, mais quelque part, dans l'esprit des Espagnols, il est congelé. Il est congelé, il est toujours là. Et il suffirait peut-être d'ouvrir la porte et Franco ressortirait. Il pourrait se décongeler. Il pourrait ressortir vivant, vieillard. Donc c'est encore une autre manière d'exprimer cette espèce de présence-absence de Franco, qui n'est plus là, il est mort, mais sa mémoire, elle est toujours là, elle continue à travailler l'esprit des gens.